Donc, je voudrais revenir à la première soirée que vous avez passée à Istanbul, Oui. euh, en contemplant le coucher de soleil dans le balcon de Pera Palace. Euh, c'est en fait à votre grand-père que vous avez Oui. pensé, qui avait eu l'impression d'être en face d'un incendie Oui. quand il avait vu le corne d'or. Et sur cela, vous écrivez ceci: peut-être ce genre de souvenirs pouvait être transmis inconsciemment d'une génération à une autre. Peut-être ce que moi et mon fils, nous avons vu du balcon était le même paysage que mon grand-père avait eu devant ses yeux et que nous souvenions maintenant pour sa part. En fait, c'est une idée très Tampenaya. Et en tant que lecteur des écrivains comme Léon Daudet, Oui. on sait qu'il avait beaucoup intéressé aux images héréditaires. Et par exemple, dans son roman Huzur, La Sérénité, il nous décrit des personnages qui sont sous l'emprise de ce genre des images héritées des générations en génération. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur cet aspect et sur l'héritage émotionnel? Je pense que c'est pour cela que j'associe Campinard beaucoup plus avec les modernistes de langue anglaise. Parce que pour eux, la mémoire nous prêtait l'expérience même de ce que nous n'avons pas encore vécu. La littérature, l'art est un pronostic des expériences que nous allons faire et du même les histoires que nous avons entendues de nos parents, de nos amis. Donc, dans mon cas, c'était cette histoire de famille. Istanbul reste dans ma famille le lieu idyllique où mon grand-père n'a pas pu rester pour des raisons bureaucratiques, mais j'aurais pu être sûr que ça m'aurait beaucoup plu. Mais le souvenir que mes grands-parents racontaient de cette expérience et que j'ai entendu à travers ma mère, par exemple, est sûrement resté avec moi. Et moi, j'ai parlé de ça à mon fils. Tandis que pour Tampinard, l'expérience était une expérience littéraire. Il avait lu ça dans les romans français qu'il aimait, et donc Paris était pour lui une reconstruction imaginaire des paroles qu'il avait lues. Il faut dire que les paroles qu'il avait lues ne reflétaient pas nécessairement la réalité qu'il voyait, mais peu importe, parce que la force d'une expérience écrite, quand elle vous touche pour des raisons inconnues, transforme cette expérience que vous avez maintenant et que font de miroir de ce texte lu. Pour Tampinard, surtout dans une âme en repos, cette nostalgie est une nostalgie pas nécessairement turque, elle est en grande mesure française, d'une chose qu'il n'avait pas pu vivre lui-même, mais qui est entrée dans son imaginaire et pris racine dans son imaginaire. Nous avons, nous, l'espèce humaine, à développer pour survivre ce pouvoir de l'imagination. Qu'est-ce que c'est l'imagination? L'imagination, c'est la possibilité d'imaginer une expérience sans avoir cette expérience. Et donc de survivre, de pouvoir survivre dans un monde plein d'obstacles, de dangers, qui nous menacent constamment, mais nous pouvons imaginer quel est le danger, comment s'en sortir de ce danger sans passer par le danger. Donc, de la même façon, Tampinard a pu imaginer la ville de Paris, et quand il est à Paris, c'est la ville qu'il a imaginée qui va être son expérience et pas la ville où il touche les pierres, où il marche dans les rues, où il boit le vin. En fait, il va de même pour le paysage d'Istanbul.
peut-être on peut dire à la différence de votre grand-père, Tanpınar voyait dans le paysage d'Istanbul comme son maître Yahya Kemal, une source riche de l'identité nationale, une source de l'histoire. Et donc pour lui, il s'agit plutôt d'un dispositif qui sert à évoquer ce passé glorieux, mais en même temps, c'est un passé où se trouve l'âge d'or de l'esthétique ottomane, et c'est ce qu'il cherche constamment. Donc je voudrais revenir à cet enracinement de Tanpınar dans l'Istanbul, et vous êtes en tant qu'étranger, en tant qu'un contemplateur qui vient d'ailleurs, dans quel degré sa lecture a contribué à votre initiation à la culture turque, mais aussi aux beautés de la Bosphore? Le problème, c'est que nous confondons notre expérience imaginaire avec l'expérience réelle. Je sais que j'ai été à Istanbul plusieurs fois, mais je sais qu'à chaque fois, ma mémoire d'Istanbul est une mémoire inventée, sélectionnée, prise de quelque chose que j'ai lu, des voyageurs à Istanbul, de la littérature turque et de mon souvenir des choses qui ont été racontées. Du même pour Tanpınar, vous avez raison, il voit dans Istanbul des éléments d'une identité turque nouvelle, comme Kemal, mais là encore, c'est une identité inventée, parce que il y a une phrase dans le Quichotte qui est citée par Borges pour montrer jusqu'à quel point nous lecteurs, sommes les auteurs d'une œuvre que nous lisons. La phrase dans Cervantes dit que la vérité dont la mer est l'histoire. Et au siècle de Cervantes, c'était une éloge rhétorique de l'histoire. Dire l'histoire est la mer de la vérité. Mais Borges dit, au XXe siècle, cette réflexion est un scandale. Dire que ce que nous disons est la vérité est la vérité. Malheureusement, au XXIe siècle, nous sommes en train d'expérimenter ça dans notre chair. Et c'est partout les fausses nouvelles, ce qu'on raconte et qu'on veut croire, c'est la réalité. Mais dans un bon sens, l'identité créée par Tanpınar pour cette nouvelle Turquie, si bien est une identité inventée, elle n'est pas non plus une fausse identité. C'est une identité vraie, parce que toute identité doit être créée à nouveau. L'identité de l'Europe L'identité de l'Europe, l'identité de la Turquie, l'identité de nous tous, chacun d'entre nous. Qui nous sommes est une réponse à la question qui vous êtes. Parce que moi, je vous vois d'une certaine façon et vous répondez à ce regard. Nous sommes toujours créés dans le regard de l'autre. Et pour Tanpınar, la vision de cette Turquie, de ces individus turcs, de cette identité turque, est aussi une vision qui existe dans son regard, qui est un regard mélangé de l'histoire ottomane, de la nouvelle Turquie d'Atatürk, du Paris, de ses compagnons de culture, et ainsi de suite. Il n'y a qu'une seule vraie identité, et c'est l'identité dans laquelle nous croyons. Je voudrais passer à notre sujet, la bureaucratie, un sujet qui vous est cher, pour ne pas dire qui nous embête Oui. constamment. À l'occasion de la traduction de l'Institut de remise à l'heure Oui. des horloges en portugais, vous avez consacré un épisode de l'émission La vie privée des œuvres à ce roman, et
vous définissez cette œuvre comme un roman anti-bureaucratique et vous remarquez aussi qu'elle abrite une galerie de personnages très excentriques. Pourriez-vous nous parler de l'impression que vous avez eue de ce roman? Et ce texte vous rappelle quels auteurs de la littérature universelle? Ce roman, chef-d'œuvre de Tampinard, a été comparé aux cauchemars de Kafka, qui sont aussi des cauchemars de la bureaucratie. Mais je pense que c'est une toute autre vision de la bureaucratie. Pour Kafka, c'était la bureaucratie un miroir de la structure que Dieu a voulu donner au monde. C'est une vision talmudique du monde où il y a des règles. Nous ne connaissons pas ces règles, nous pouvons lire ces règles, mais nous ne comprendrons pas de quoi il s'agit. Donc, c'est des règles qui sont mises là pour que nous ne le comprenions pas. Dans le cas de Tampinard, cette bureaucratie a des règles qu'on peut comprendre, mais qui sont absurdes. Et c'est une toute autre chose, parce que cette absurdité construite à partir des règles qui ont été mises en place dans l'Empire ottoman pour pouvoir gouverner cette énorme étendue géographique, deviennent dans la Turquie nouvelle une toute autre chose. Elles sont là, elles veulent par exemple, elles veulent régler le temps, mais le temps n'est pas fait pour être réglé, au moins de cette façon-là. Mais si tous ces personnages que Tampinard crée arrivent à bouger, vivre, communiquer sous cette structure absurde, et qui a beaucoup plus du monde d'Alice au Pays des Merveilles que des cauchemars de Kafka. Et dans cette émission portugaise, Oui. vous avez fait un appel aux chercheurs Ah oui, portugais bien sûr. qui voulaient travailler sur Tampinard. Et j'ai eu des réponses. Il y a des gens qui ont écrit à l'Institut Tampinard. C'est pas l'Institut, c'est Centre de recherche Tampinard. Voilà. Et on a numérisé, préparé toute son archive Ah oui. pour ceux qui souhaitent venir Mais travailler. il faut le traduire, il faut trouver des fonds pour le traduire. L'entretien, justement, vous mentionnez votre curiosité devant le fait que tout le monde ne connaît pas Tampinard comme on connaît Kafka, Joyce ou Marquez. Où situez-vous Tampinard dans la République mondiale des lettres et aux côtés de quels auteurs? Moi, je dirais que pour moi, parce que chaque lecteur a son panthéon, Tampinard occupe l'étagère supérieure de la littérature universelle. Il est en très bonne compagnie avec Joyce, avec Lewis Carroll, avec Borges. Tampinard a une imagination qui crée son propre monde et qui peut être reflétée dans les œuvres des autres si ils le lisent. Le problème, c'est qu'il a écrit en turc et que dans notre monde de culture anglo-saxonne, la seule langue qui compte est l'anglais. Et les Anglais croient que leur culture finit au bord de leur langue. Donc, il y a très peu de traductions du turc, sûrement, dans des langues, en anglais, en espagnol, en français, mais c'est à cause de cette geste impérial de la langue anglaise. Si on arrive à faire traduire Tampinard et beaucoup plus de Tampinard, et qu'on encourage les gens à les découvrir, ça serait fabuleux. Moi, je sais que quand j'ai donné à des amis les romans de Tampinard à lire, ils sont sortis éblouis
comment nous n'avons pas su que cet auteur existait? Pourquoi on nous a empêchés de lire ces chefs-d'œuvre? Mais c'est vrai que jusqu'à la traduction de Borges en français, jusqu'à la traduction de Kafka en anglais, il restait des inconnus. Espérons que Tampinard ne reste pas inconnu trop longtemps. Et je pense que grâce à vos contributions, votre effort aussi pour le faire connaître au public beaucoup plus large qu'auparavant va beaucoup aider à ce processus. Je vous remercie beaucoup, M. Manuel, de nous avoir accordé votre temps. Et que Tampinard soit plus connu, Inch'Allah. Inch'Allah.